à l'Ilui Nishmat Yoshua Aaron Tuvia Simcha, qui est mort dans l'autobus avant un jour. Hier soir. Yoshua Aaron. Yoshua Aaron Tuvia, le petit de 12 ans. Ouais, mais tant qu'il n'est pas enterré. Et le Habdil se pourrait aussi dédié à la Refoua Shlema au Mira de Raphaël Isha Eliyahu Ben Ronit et de Michal Bat-Siona et de tous les malades en Israël. Amen. Et aussi l'Ilui Nishmat de Meir Zara. Meir Ben Zara, ok. Encore une fois, Meir Ben Zara. excusez-moi d'être en retard. On est à quelle page? Voilà. La page. La bête, un mot de bête. Okay. Je peux poser une question? Seulement s'il n'est pas compliqué. Il n'était pas là hier. Je ne sais pas si c'est... au sujet des casseroles et ça, on dit que, à condition que le contenu ne se refroidisse pas, on peut remettre, d'après Beth Hillel, on peut remettre donc la casserole sur le four, à condition que ça ne s'est pas refroidi. Oui. Alors, la question que je pose... On avait vu, Richard, d'autres conditions. Oui, oui. Ça doit rester dans ses mains, il ne Oui, doit pas ses le poser mains, par terre, oui. il a dû avoir l'intention de le remettre en place. Tout à fait. Oui, effectivement, c'est trois conditions. Mais est-ce que ce plat que j'ai utilisé, et j'ai l'intention de le remettre, mettons que j'ai l'intention de le remettre, oui. c'est pas l'essentiel. Ah si, c'est Je dis, important. attends, je mets au main carré, je mets ce plat au frigidaire. À l'époque, il y avait un frigidaire, il y avait l'électricité, je le suppose. Bon, je remets là-bas. Et ce même plat qui a été refroidi, je le remets sur la plata. Je peux ou pas? Tu ne peux pas. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, est-ce que je peux manger le même repas le vendredi soir et le Shabbat matin? Sans laisser Mais on n'étudie pas la halakha. Hein? On n'étudie pas la halakha. D'abord, on n'étudie pas la halakha. Oui, effectivement. Mais deuxièmement, Beth Hillel, qu'est-ce qu'il dit Beth Hillel? non. Beth Hillel parle uniquement d'un cas de figure où tu as soulevé, tu as pris une casserole qui se trouvait sur le four pour servir à table, mais tu as le droit de le remettre. Oui. Tant qu'il y a les conditions qu'on a vues. Il parle de ça. Maintenant, si ça s'est refroidi, ça veut dire que tu vas chauffer le Shabbat. Oui. Ah, ça, c'est un problème. Donc à l'époque, il y avait deux. Mais la vérité, on va voir, parce que, je vais te dire, c'est pas, on va voir ça plus tard dans la Gemara, parce qu'il y a des distinctions entre la nourriture et entre le liquide. Parce que la nourriture, une fois que ça a été cuit à fond, on dit qu'il y a un principe que un bichoul après bichoul. Une fois qu'il y a eu bichoul, une fois que quelque chose a été cuisiné, ça n'existe pas cuisiné après que ça a été cuisiné. C'est déjà cuisiné. Oui. Mais au moins là, il se lève pas. Avec un peu de patience, on va aborder tous ces sujets un petit peu plus tard dans la Gemara. Je vais attendre. Il est né à 6 mois. Hein, Qui? pour ça. Richard, il n'a pas de patience. Ah. Ok. On est arrivé à Lamed Chet Amud Bet, on est arrivé aux 2 points. Tanya Kevatei de Bain, c'est ça? Ah, mais de points, il y en a des Il centaines. fait partout des points. Ah, je m'excuse. Première ligne, La là. première grande ligne. Première grande ligne. Oui. Où c'est que j'ai une grande ligne, moi? La première grande ligne de la Gemara où c'est écrit Tanya Kevatei de Bain, c'est ça? Ouais. Ok, Tanya Kevatei de Bain, vous y êtes? Tout le monde y est? Non, mais moi je suis arabe. Il y a une braïta qui est comme à Baya. Tanur shehisikuhu bekashu bigvava. Peut-être pas là. Un four qui a été cuit, qui a été chauffé, je m'excuse, avec de la paille ou des petites brindilles. Ein somchinlo. On ne peut pas poser une casserole dehors à côté. Ein somchinlo. Parce qu'on avait dit que le tanour, parmi les 3 espèces de four, c'est le four le plus chaud. Donc on ne peut même pas le mettre de côté. Vein saïr lomar gabav. Vein saïr lomar les tocha. Et on n'a pas besoin de dire que c'est interdit. La plus forte raison qu'on ne peut pas mettre sur le four et à l'intérieur du four, en dépit du fait qu'il a été chauffé uniquement avec de la paille et des brindilles. On aurait pu penser que ce n'est pas un problème, c'est un problème. La Gemara dit Vein saïr lomar
Begefet ou Beitzim, et encore une fois, la question ne se demande même pas que c'est interdit si le four a été chauffé avec du bois. Kupar, Shehisikuhu Bekash ou Bigvava, tandis que le four qui ressemble à une boîte, qui a été chauffé avec de la paille, alors là, oui, on a le droit. Somchino, on a le droit de poser une casserole à l'extérieur, de façon qu'il est tout à fait juxtaposé à côté de ce four, de ce kupar. Là, on a le droit, parce qu'il est beaucoup moins chaud. Mais néanmoins, on ne peut pas mettre sur le kupar tant qu'il a été... même s'il a été chauffé avec de la paille. Attends. Tandis que le gef Attends. Agat gras, somrindo, vein notnim. Alors, selon le gras, il faut dire que. Oui, c'est ce que j'ai c'est ce qu'on a dans la Gemara. Somrim vein notnim. Et tandis que si le kupar a été chauffé avec du bois, on ne peut même pas somrimlo, on ne peut même pas mettre une casserole de côté. Ok. Amarle Rav Acha bereid Rav ale Rav Ashi. Hai kupar. Ce fameux kupar dont on est en train de parler, Heichidame, ça ressemble à quoi exactement? Quelle est la forme de ce kupar? La Gemara dit, I bekira, I que kira dame, si le kupar il ressemble à une kira, afilu begefet ou beitsim nami, même, ça veut dire que même si le kupar a été chauffé avec du bois, on devrait pouvoir mettre dehors une casserole du côté extérieur de la paroi. Parce qu'on sait qu'une kira, on peut. Une kira, on peut. On dit le kupar vis-à-vis de la kira. Je vous rappelle que, on va en parler tout de suite, mais le kupar, c'est comme une boîte, c'est un carré. C'est un four. Voilà, un four dans la forme d'une boîte. Et la kira, c'est la même chose, mais au lieu que ce soit une boîte, c'est un rectangle. C'est un peu plus grand. Ça veut dire que la kira, elle est moins chaude que le kupar. Parce que comme il est plus grand à l'intérieur, plus d'air, c'est moins chaud. Quand c'est moins chaud, oui, on peut mettre... C'est-à-dire que c'est pour réchauffer... C'est pour chauffer. Chauffer ou réchauffer? Pour cuire, c'est un four. Mais attends, quand tu poses... Quelle différence? Attends, quand tu poses une casserole à l'extérieur, ça va peut-être un petit peu chauffer ou préserver la chaleur. Ça va pas cuire. Ça va pas vraiment cuire. C'est pas sur le four, c'est pas à l'intérieur du four, c'est mis de côté. Donc ça va. Donc la différence, c'est réchauffer et non pas cuire. Quand tu mets à l'extérieur. À l'extérieur. Oui, apparemment, c'est pas vraiment cuire. Mais on voit que néanmoins c'est intéressant. Mais néanmoins, on ne peut pas poser à l'extérieur si on parle d'un four qui est très chaud, comme un tanour. C'est ça. Parce que ça peut cuire. La Gemara dit encore une fois, je répète à partir d'Amarle Rav Acha Bered Rav le Rav Ashi. Hai Kupar, ce fameux Kupar dont on parle, Heichidame, à quoi il ressemble? Ik Kira Dame, si il est comparable à une Kira, Afilu Begefet ou Beitzim Nami, même si il y avait le Kupar était chauffé avec du bois, ça devrait être autorisé de poser une marmite à l'extérieur, comme est le cas avec une kira. Et si le kupar est comparable au tanour, même si le kupar a été chauffé avec de la paille ou des petits brindilles, ça devrait être interdit de mettre dehors. Si tu compares, on a du mal à comprendre pourquoi le kupar, en fin de compte, il est différent à la kira. Il est différent au tanour. Attends, je vais juste finir ces trois lignes et je retourne à ta question, Chaim. Amale nafish, vous entendez, il dit le kupar nafish havlei medekira. Elle a plus de vapeur, donc elle est plus chaude que la kira, parce que la kira c'est un rectangle et le kupar c'est un carré, une boîte. Vezuta havlei medetanour. Mais il y a moins de vapeur, il y a moins de chaleur dans un kupar qu'un tanour. Parce qu'on avait dit qu'un tanour, c'est en haut, c'est étroit,
et ça s'élargit en bas, c'est encore plus chaud. Heiridam et Koupar, à quoi ça ressemble un Koupar? Heiridam et Kira, à quoi ça ressemble un Kira? Amar Rabbi Yosef bar Hanina, Koupar, makom shfitat kadera achat. Un Koupar, c'est un four sur lequel on peut mettre uniquement une casserole. Donc elle est assez petite, le carré. Tandis que Kira, makom shfitat shtei kaderot, on peut placer 2 marmites. Ça veut dire, encore une fois, c'est un rectangle. Amar Abaya veitem Rabbi Yirmiyah, af anana mitanina. Nous aussi, on a appris la même distinction entre les deux de la braïta suivante. Kira shenechleka leorka. Si une kira a été coupée à la longueur, en longueur, ok, elle a été coupée en longueur, elle est tehora. Tehora, ça veut dire qu'elle est plus considérée comme un cli, elle est plus serviceable, plus utilisable. Parce qu'un rectangle qui a été coupé en longueur, ça veut dire qu'il n'y a plus où mettre une casserole. Avant, c'était un rectangle, disons que ça c'est un rectangle, il y avait on pouvait mettre une marmite ici, une marmite ici. Maintenant, si tu coupes ce rectangle au milieu, il n'y a plus où mettre une marmite. Donc, c'est plus un cli, donc c'est tahor. Tandis que, on finit, comme si on l'a coupé en largeur, ça c'est... Attends, voilà le... Amar Abaya veitem Rabbi Yirmiyah, af anana, kira shenechleka leorka tehora, leorba. Alors, si tu la coupes en largeur, comme tu as dit, ça reste un. Oui, ça reste deux. Il y a ici un cli, ici un cli. Ça devient deux coupars. Oui, exactement. Coupar, mais tandis que le coupar, ben le orko, ben le orbo, tahor. C'est pas important si tu coupes le coupar en longueur ou en largeur, c'est fini, il n'y a plus sur lequel, il n'y a plus d'espace sur lequel tu peux placer une marmite, et donc c'est foutu. Tout ça pour résumer, juste c'est simple, juste pas oublier la différence entre ces 3 fours différents. Le tanour, c'est le plus chaud, et donc le plus strict. C'est en haut, c'est étroit, et puis ça s'élargit en bas. Au milieu, il y a le koupar qui est comme une boîte, et le moins chaud, c'est la kira qui est comme un rectangle. Ok, un four qui a la forme d'un rectangle. Ok. Pourtant, ici, il y a des kiracha, tu avais une question. Oui, c'était ça. C'était mon étonnement qu'au départ, j'avais compris que Kira, c'était plus chaud que dans les explications que tu avais données. C'était plus chaud que le Koupar. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de bois et plus de. On pouvait mettre plus de choses dedans. Non. Tu entends parce que pourquoi? Comme c'est un rectangle et pas une boîte. Parce que c'est ouvert en fait. Ça veut dire qu'il y a plus d'espace à l'intérieur. Oui. Comme il y a plus d'air, il y a plus d'air à l'intérieur. Et donc, la chaleur à l'intérieur est moins intense. Et donc, c'est moins chaud. Donc, le Kira, c'est... Tandis qu'une boîte, c'est concentré dans un petit espace, c'est plus chaud. Ok, nouvelle Mishnah. Ein notnin beitza betzada meicham bishvil shetit galgel. On ne peut pas placer un œuf cru, à côté, à l'extérieur d'un meicham. Meicham, c'est un récipient dans lequel il y a de l'eau chaude. Donc c'est chaud, il y a de l'eau chaude. On ne peut pas placer cet œuf à l'extérieur. Pourquoi faire? Bishvil shetit galgel. Tit galgel, ça veut dire apparemment, une fois que l'œuf il est légèrement cuit, on arrive à le rouler. À le faire tourner. Pardon, à le faire rouler. Et donc. Avec la coquille, non, la coquille. Oui, un œuf en coquille, mais au début il était cru. Tu le mets, si il cuit un petit peu, alors ça correspond à une mesure dans laquelle on peut faire rouler l'œuf. Or, on voit ici que même le cuire un petit peu, c'est pas le cuire à fond cet œuf, même le cuire un petit peu suffisamment pour pouvoir rouler l'œuf, c'est interdit de le chauffer de cette façon. Le mehram, il n'est pas sur le feu. Il n'est pas sur le feu. Il n'est pas sur le feu. Parce que, évidemment, s'il était sur le feu et tu places l'œuf à côté, ça veut dire que l'œuf aussi il est sur le feu. Non. Je sais pas, le feu, normalement, c'est un four. Oui. Le mehram, il est sur le feu. Et l'œuf, il est où? Il est en bas. Il est à côté, il y a... Je ne sais pas, à côté, ça va être sur la même surface. Oui, le four, il est enterré. Enterré.
Ok. Ein notnin Reprends dans les mots. Oui, je reprends dans les mots. Ein notnin beitza betzad hameicham bishvil jetit galgel. Encore une fois, bishvil jetit galgel, c'est un terme qui veut dire que tu cuis un petit peu l'œuf suffisamment pour pouvoir le rouler. Apparemment, quand il est un petit peu cuit, on arrive à le faire rouler. Ça veut dire faut faire rouler. Le faire tourner. Tu sais que tu connais les boules, tu connais les boules. Mais Tu quelle connais utilité de la le pétanque. Quel est le... Non, c'est pas l'utilité. Tu sais, quand ça tombe plus vite, ça veut dire qu'il est cuit. Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi on a besoin de le cuire un petit peu? Non, on n'a pas besoin, mais on te dit ici, même si tu le cuis, même un petit peu. Tu peux le manger déjà. Non, et tu le cuis suffisamment pour pouvoir le faire rouler, tourner. Et alors? Ça, c'est déjà interdit. Déjà, ça, c'est interdit. Même un petit peu, c'est interdit. Quelle utilité j'ai de cet œuf qui est un petit peu cuit? De manger Je ne sais pas. De le manger. Apparemment, peut-être, il y a des gens, peut-être, mais si c'était mangeable, si le petit peu de cuisson serait suffisant pour être mangeable, oui. la Mishnah aurait dit, tu ne veux pas le laisser à l'extérieur assez de temps que ça va être mangeable. Mais ce n'est pas mangeable. Le critère, c'est pas manger, c'est de le faire rouler. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment mangeable. Ça veut dire quoi? Ça s'est chauffé. C'est pas mangeable, mais même un petit peu. Un petit peu de bichou, c'est déjà. En fait, là ils disent rôtissant. Rôti. Après, il y a rôtir. C'est pas le rouler. Ah non, les galguins, c'est roulé. Bon, là ils traduisent par rôtissent déjà. Non. Parce que l'acte de mettre cet œuf à côté du meicham, en fin de compte, il est exposé à la chaleur. C'est comme si on est en train de rôtir l'œuf. Voilà ça, on retire, mais c'est pas le lien forcément de rouler en tant que tel. C'est pas le lien de rouler. Je ne sais pas. Non, mais Les il y a un rachis. Regarde le rachis. Rachis, souvent, il nous aide. Rachis nous dit... D'abord le Rashi. C'est un kumkum fait de cuivre, donc il est chaud. Bishul shetit galgel shetitzle ksat ad shetee megalgelet. Donc le rôtir, c'est l'effet du feu sur l'œuf, la chaleur sur l'œuf. Ça, c'est titzlé, ça veut dire rôtir. Mais pourquoi faire jusqu'où? J'ai galgel, jusqu'où tu vas pouvoir le faire rouler. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œuf, en l'occurrence, si on le met dessus. Pardon? Si l'œuf, on le met avant de le faire rôtir, il ne peut pas rouler comme ça. Apparemment, il ne le roule pas très bien. Tu n'as pas fait des expériences? Tu n'as pas appris que tu as acheté des œufs à l'épicerie. Fais des expériences. Commence à rouler les œufs et puis après cuisine un petit peu. Ok, on continue dans la Mishnah. Et pas seulement ça. Velo yafki ena besoudarin. Ça veut dire, souda, c'est un foulard, un morceau de tissu qui a été chauffé. Maintenant qu'il est chaud, et maintenant tu ouvres l'œuf, tu brises l'œuf sur le foulard et il chauffe. Parce que le foulard lui-même il est chaud. Ça non plus on ne peut pas faire. Je sais que vous avez tous eu envie de faire ça. Ça fait beaucoup de temps que vous avez envie de faire, mais vous ne pouvez pas. Le Shabbat. Tandis que le Rabbi Yosef Matir, lui, il permet. Velo yatminena bechol ou ba'avak drachim bishvil shetitzle. Et on ne peut pas non plus en tirer un œuf dans de la terre, chol ou dans le sable. Oui, dans le sable. Quel est l'intérêt? Parce que souvent, le sable, il est chaud à cause du soleil. Et ça, on ne peut pas faire non plus. Bishvil shetitzle. Maaseh she'asu anshe tefel. Pardon? Même Bishgaga, il est tombé dans le... On ne parle pas de Shkaga ici. On parle que tu n'as pas le droit de faire les khatri, les sanas que tu as interdit. Et Rabbi aussi, il permet ou pas? Rabbi Yossi, il parle... Non, apparemment, il est d'accord. Il n'intervient pas ici. Il est d'accord, apparemment. Maaseh sha'asu anshe Tferia, il y a un cas où les habitants de Tferia ont fait la chose suivante. Veheviu silon shel tsonen, les tor ama shel chamin. Ils ont introduit une tuyau. Ils ont introduit un tuyau avec de l'eau froide. Ils ont mis ce tuyau à l'intérieur d'un canal où il y avait de l'eau chaude. Donc il y avait un canal
Près de Tfera, peut-être c'est Ouais, mais c'est les l'eau zones. c'est l'eau de Tibériade. Il y a des sources chaudes. Voilà, C'est les les sources sources chaudes. chaudes. Donc il y avait un canal à Tferia qui était très chaud, d'eau chaude. Ils ont Wow. mis une espèce de tuyau dans lequel coulait de l'eau froide à l'intérieur de ce canal pour le chauffer. De l'eau froide pour chauffer. Oui. On l'a chauffé. Ils ont mis de l'eau froide dans le tuyau Ah, j'ai compris. et ils ont mis le tuyau dans de l'eau qui était chaud pour le chauffer. Amrou lehem chachamim. Chachamim leur ont dit, im b'shabbat kechamin shehu chamou b'shabbat. Si ce que vous avez fait, si vous voulez prendre cette eau le Shabbat, ça, un statut, c'est un statut d'eau qui a été chauffé le Shabbat. Et donc, v'asurim berechitza ou b'shtia. On peut ni se baigner dedans, se baigner avec, et laver avec, et ni le boire. Im b'yom tov, tandis que si c'était pendant Yom Tov, kechamin shehu chamou b'yom tov, c'est le statut d'eau qui a été chauffé pendant Yom Tov, et donc, v'asurim berechitza, on ne peut pas l'utiliser pour se laver avec, v'mutarin b'shtia. Mais oui, on peut boire. Parce que Yom Tov, on peut chauffer pour boire. C'est au Nefesh. Okay? Donc ça c'est la Mishnah. Il me semble que c'est clair, oui, plus ou moins la Mishnah. Non, on me semble qu'on va avoir besoin de la Gemara. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'est pas clair dans la Mishnah, jusqu'ici? Apparemment, c'est clair. Il y a quelqu'un pour lequel la Mishnah n'est pas claire. Okay. Richard. Au sujet de l'œuf. Mais juste dis ça, demande vite. Hein? Vite, fais ça vite. Est-ce que c'est au chaud de- Quand tu vas parler de l'œuf, tu peux parler de ce que tu veux, mais fais ça vite. Non, c'est-à-dire que Il y a pas besoin de Gemara. l'œuf, je peux le mettre quand je veux ou seulement avant l'entrée de Shabbat. Justement, c'est une bonne question. Parce que si, apparemment, aucun problème de le mettre avant le Shabbat, parce qu'il n'y a pas un problème de l'echatot begechalim. On avait dit qu'il n'y a pas de problème que tu vas vouloir accélérer le processus en remuant les braises. Il n'est pas dedans, il n'y a pas de braise il est dehors. Donc j'aurais dit, Et c'est un coupe-coupe. Je veux dire, c'est pas. Non. et c'est moins chaud peut-être qu'un oui, mais quoi que ce soit à l'extérieur, avant le Shabbat, il n'y a pas de problème. Et nous, on parle du Shabbat. Pendant le Shabbat, tu ne peux pas placer un œuf à côté de ce meicham. Même si ça va seulement chauffer un petit peu. C'est quoi chauffer un petit peu? Que ça va solidifier l'œuf un petit peu, de sorte qu'il va pouvoir le rouler plus facilement. Même ça, c'est interdit. Donc je peux pas mettre l'œuf à côté. Non, tu ne peux pas. En Shabbat. Non. Dorénavant, tu dis à ta femme, c'est fini. Non, Je ne peux plus mettre l'œuf à côté du non, meicham. ne te dis pas là, là. Mais on va voir maintenant la Gemara. La Gemara, est-ce qu'elle dit? Iba Elehu. On a demandé la question suivante. Gilgel Mai. Si néanmoins, le monsieur, il a été méchant. C'est Richard qui a participé à la leçon. Il est rentré. Et le Shabbat, il n'a pas pu se retenir. Le lendemain Shabbat, il n'a pas pu se retenir. Non, il a non, ça dit, dit- je dois mettre un œuf pendant le Shabbat à côté du Meicham. Il avait trop envie. Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut manger de cet œuf ou pas? Maï, Amar Rav Yosef, Gilgel Chayav Khatat, lo aleinu. Il dit non. Si quelqu'un a chauffé de cette façon l'œuf, c'est tellement grave que c'est comme s'il a profané le Shabbat. Apparemment, il a fait ça par erreur, sans être conscient de ce qu'il faisait. Chayav Khatat. Khatat, c'est quand il a fait une transgression midoraite. Un bichogek. Parce qu'il a fait un espèce de bichou. Pourquoi ils n'utilisent pas le mot shogek? Parce que ça va c'est évident que quand on dit que tu chayav khatat, c'est seulement pour un shogeg. Nous aussi, on a appris ça dans une autre source et qui dit Kol sheba bechamin melifnei hashabbat shorin oto bechamin beshabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous dire, je ne vais pas rentrer encore une fois, il y a pas mal de machlokot sur qu'est-ce que ça veut dire. On va essayer de rester simple. Qu'est-ce que ça veut dire Kol sheba bechamin? Normalement, ça veut dire que n'importe quelle chose qui a été trempée dans de l'eau chaude. Alors, Kol sheba bechamin melifnei hashabbat shorin oto bechamin beshabbat. Tu peux aussi le tremper dans de l'eau chaude le Shabbat. Parce que si ça a été introduit dans de l'eau chaude la veille, apparemment c'est cuit. Alors si c'est cuit, c'est prêt à manger, même pendant le Shabbat, encore une fois, même si ça s'est refroidi, et tu le remets encore une fois dans l'Uchamin, il n'y a pas de problème, parce que s'il y a un bichoul achar bichoul,
Regardez juste le Rashi, en haut de la page, Kol Sheba Bechamin. Maintenant, Rashi ne parle pas de cuisiner tellement, il dit pourquoi, quelle est l'idée de mettre ça dans l'eau chaude? C'est pour enlever le sel. On a quelque chose qui est très salé, on veut enlever le sel, on le met à tremper dans de l'eau chaude. Il faut comprendre que l'eau chaude, elle n'est pas sur le fond. C'est pas sur le fond, c'est Kli Rishon. Alors, Rashi dit Kol Maluach Sheba Bechamin, mais Erev Shabbat. Un truc salé qu'on a mis dans de l'eau, à tremper dans de l'eau chaude la veille de Shabbat, chosrin veshorin oto bechamin beshabbat. On aurait le droit, pendant la Shabbat, de le remettre à tremper dans de l'eau chaude. Ve'ein bo mishum tikkun. Il n'y a pas un problème de tikkun. Shaharei nitkan kfar. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on apprend de ce Rashi? On n'est pas dans un cas de bichoul. Tremper quelque chose dans de l'eau chaude qui passe sur le four, ça ne va pas les vachelles. Mais ça risque d'aider si la chose duquel on parle, il est salé. À force de le tremper dans de l'eau, ça enlève le sel. Comme ça, cette opération a déjà eu lieu la veille du Shabbat, pendant le Shabbat, si tu refais le coup, il n'y a pas de problème, selon Rashi. Et jusqu'à maintenant, on a vu toutes ces roulottes là, c'est pour éviter la variation de température. De passer d'une phase de température à l'autre. Et là, même quand on trempe quelque chose dans de l'eau bouillante, s'il le laisse une minute, il est chaud. Donc il est monté en température. La vérité, je ne pense pas qu'on a parlé de changement de température. On a... Toutes ces explications, ouais. C'est mettre la casserole, le changement de température, etc. Tout est basé sur l'élévation de température. Je pense que tout est basé sur le concept de bichoul. Non, mais c'est différent, c'est différent. Je vais dire un exemple pourquoi c'est différent. Parce que si quelque chose est déjà cuit, c'est déjà mébouchal. Alors même si pendant le Shabbat, tu le mets quelque part et la température monte, et ça ne va pas affecter la nourriture parce qu'elle était déjà cuite. Ce qui est méchouval, oui. Pas de problème. Oui. Mais par exemple, l'histoire de l'œuf qu'on met à côté, il monte en température. Oui. S'il est froid. Oui, maintenant il est tiède. Il est tiède, disons. C'est interdit. Oui, mais c'est interdit. Mais ce n'est pas tellement une question de température. Encore une fois, le critère, c'est bichoul. Avant d'arriver au bichoul, il y a le chimoum. D'accord. Alors, ce chimoum-là, à partir du moment où on passe de 0 à 10 degrés ou à 15 degrés, il y a une amélioration de température. Alors, encore une fois, on avait parlé auparavant de la fameuse marloquette entre Hanania et Chachamim. Est-ce qu'on peut laisser la veille de Shabbat sur un four dont les braises n'ont pas été recouvertes? Est-ce qu'on peut laisser quelque chose sur le four? Et Hanania, il a dit que le moment que ça atteint une cuisson ou d'un tiers ou de la demi, ce serait permis. Ok? Maintenant, ça veut dire que pour Hanania, en dépit du fait que pendant le début du Shabbat, ça va continuer à chauffer, que la température va continuer à s'élever, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que pour lui, une fois que ça a été, c'est mangeable. C'est quoi en fin de compte bichoul? La définition de bichoul, c'est chauffer quelque chose pour le rendre mangeable. Ok, maintenant lui il dit, c'est pour ça que j'ai dit, on s'en fout de la température. Une fois que c'est mébouchal, pour Hanania, un tiers c'est déjà, disons objectivement, c'est mébouchal. Alors le fait que ça continue à chauffer et la température, on s'en fout parce que le bichoul a déjà été atteint. Ça change. Voilà. J'ai bien compris. Avant d'arriver au bichoul, il y a toute une étape. D'accord. Et avant, encore une fois, avant qu'on arrive à un tiers, disons que ça commence à chauffer, mais ça n'a pas encore atteint un tiers de la cuisson. C'est pas bichoul. C'est pas bichoul. Et c'est vrai que la température a monté, mais on s'en fout, c'est rien. C'est rien. Mais une fois que ça atteint le tiers, là tu as fait bichoul. Il y a une variation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une variation dans la température. À partir du moment où c'est plus la même température et que ça va augmenter, donc il y a un issue. Non, c'est ça que j'essaie de t'expliquer. Le changement de température. Quand tu es arrivé au bichoul, ça va, c'est bien. Mais même avant,
même avant, que je t'ai dit avec Hanania, même avant que tu mets un truc sur le four et il est en train de chauffer, il n'est pas arrivé à un tiers. Il s'est chauffé, mais pas suffisamment pour arriver au tiers de la cuisson. Alors, tu n'as rien fait. Le fait que tu as chauffé une nourriture, on s'en fout. Nous, ce qui importe à la Torah, à la halakha, que tu ne vas pas les vachel. La définition de les vachel, c'est chauffer suffisamment pour rendre la nourriture mangeable. Moins qu'un tiers, ce n'est pas mangeable. Même les Gaulois, ils ne mangent pas. Même les Gaulois, ils sont fous, ils ne vont pas manger quelque chose à moins qu'un tiers. Alors, ce n'est pas le changement de température qui nous intéresse. Oui, mais là, on a dit que le problème, ce n'était pas le vachel. C'est le sel. Non, dans l'histoire de l'entière. C'est que si ça atteint un tiers, il ne va pas bouger les oui, braises. Et pour atteindre le tiers, il y a une élévation pour atteindre le tiers. C'est ça que je veux dire. Pour atteindre le tiers, à partir de 0 jusqu'au tiers de la cuisson, il y a une élévation. On s'en fout. En Shabbat, c'est pas interdit ça. On s'en fout. On n'est pas dans la halakha. Mais même dans la halakha, on s'en fout. On s'en fout de tout, bien sûr. On s'en fout. Non, mais je ne sais pas s'il faut dire on s'en fout ou si on est fou. Ok, on continue dans la Gemara un petit peu. Juste, au moins ces 3 lignes. Kol sheba bechamin melifnei Shabbat, quelque chose qui a été trempé dans de l'eau chaude. Apparemment, selon Rashi, il peut enlever le sel. Or, pendant le Shabbat, on peut le remettre à tremper dans de l'eau chaude. Shurin oto bechamin beShabbat. Mais kol shelo ba bechamin melifnei Shabbat, mais quelque chose qui n'a pas été trempé auparavant dans de l'eau chaude. Le Shabbat, on ne peut pas le tremper. Qu'est-ce qu'on peut faire? Medichin oto bechamin beShabbat. Medichin, ça veut dire on peut verser de l'eau sur... Exactement, on peut rincer l'objet avec de l'eau. Mais de l'eau chaude apparemment, on peut rincer. On ne peut pas le tremper dans de l'eau, mais on peut le rincer. Medichin oto bechamin beShabbat. Chutz, à part, mina maliach yashan, à part des poissons salés qui sont vieux. la morue. Je ne sais pas. Vekulia sa hispanine. Kulia, c'est du thon qui vient de l'Espagne. Oui, Donc séché. oui, Parce que dans ces cas, hadachatan zuhi gemar melartan shmamin. Dans leur cas, comme la chair de ces poissons est très tendre, alors là même, ça suffit de rincer avec de l'eau chaude et c'est comme si tu les as préparés. Hein? Je ne sais pas. La Gemara, elle fait mention de ces 2 poissons. Dis-moi, quand tu es dans un restaurant japonais, souvent la viande. Elle est crue, c'est cru. Ça, c'est comment? C'est sushi. C'est cru, oui. Mais tu vas pas de Ça Shabbat. Tu vas pas de Shabbat. Pourquoi pas? Non, pour dire que ça peut être Le zeste est une façon de conserver. Qui a été à peine cuit, quoi. Parce qu'on le mange même des fois cru dans le sushi ou tu le manges pas. On va reprendre ça, Bined. Le koulias, c'est le thon. On va juste dire un mot très vite, en 5 minutes, très vite, sur la paracha. Vous savez que dans la paracha, on a cette fameuse rencontre avec Yaakov et son frère. Après 20 ans de séparation. Et il y a 1 ou 2 choses très importantes qu'ils disent quand ils se rencontrent. Et c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. Comment il s'appelle? Esav dit à Yaakov, Vayomer nisav neilecha ve'elcha le negdecha. Esav dit à Yaakov, on va voyager, je te propose qu'on va voyager ensemble. Alors, si la Torah dit une telle chose, ça veut dire que c'est significatif. Parce que sinon, il dit, tiens, on va voyager ensemble, on s'en fout. Mais si la Torah dit, encore une fois, on s'en fout, tu vois. Mais si il le dit, ça veut dire que c'est une signification. Ce qui est important, c'est la réponse. Et Yaakov répond, il dit, je ne peux pas voyager avec toi parce que tu vas trop vite. Il dit, Adoni yoder ki hayeladim rakim v'atson v'abakar alot alay udefakum yom echad v'metu kol atson. Si on va accélérer, moi je m'occupe de petits, j'ai des petits dans le troupeau, j'ai des enfants qui sont petits. Si un jour j'accélère,
ils vont mourir. Ya'avor na adoni lifnei avdo, que vous allez précédemment aller avant moi, vani na la leiti, et je vais aller à mon rythme tout doucement, les règles à malacha shalefana, ou les règles à galadim à cause du travail et aussi à cause des enfants, adasha avo el adoni seira. Très vite, c'est très important parce que Esav, un des caractéristiques de Esav, c'est qu'il va vite. Pourquoi? Parce que lui, il va arriver au but. Il veut arriver au but, comme son but c'est le but, donc il veut y accéder aussi vite que possible. Son but c'est le but. Son but c'est d'arriver au but. Ça veut dire le chemin pour lui est strictement sans importance. Ah, oui. Et on voit ça entre autres, que quand, avant deux parachiotes, quand il rencontre Yaakov qui est en train de cuire les adashim, les lentilles, il dit Haliteini namina adom adom azeh. Il lui dit un terme très curieux qui apparaît dans la Torah, Haliteini. Haliteini, verse dans ma bouche. Ça veut dire, Rashi dit comme un chameau. Il dit, j'ouvre ma bouche et tu me verses directement dans la bouche. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que même le moindre effort de prendre une cuillère et de soulever, et de même ça je préfère, si c'est possible, les daleg. Je préfère pas faire le moindre effort parce que tout ce que je veux c'est le but. Tachlis, le but c'est, je veux que la bouche, la soupe, les lentilles qui sont là, vont être ici. Le processus commence, je m'en fous, au plus vite possible. Et Yaakov, c'est tout à fait l'opposé. Et on voit que Yaakov, c'est tout à fait l'opposé avec ses femmes. Parce que c'est du jamais vu que quelqu'un, il doit passer tellement de temps, il a passé d'abord 7 ans de travail pour pouvoir marier sa première femme. Normalement, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas une préparation de 7 années pour marier sa femme. Ah bon? Et normalement, non. Et avec ta femme, c'était comme ça. 7 ans. Et pas seulement ça, il a dit, c'est écrit dans la Torah, que le temps qu'il a travaillé pour Rachel, en pensant que c'était Rachel, a passé très vite. Normalement, ça ne marche pas comme ça. Parce que quand on attend quelque chose, le temps, il passe très lentement. Quand, je ne sais pas, il y a des vacances à Honolulu dans 2 mois. Alors lui, il a tellement hâte de prendre ses vacances à Honolulu que le temps entre, c'est lent parce qu'il a tellement hâte. Comment ça se fait qu'il y a que pendant les 7 années qu'il travaillait, il dit Yamim Achadim, que pour lui ça s'est passé 7 ans comme des jours, quelques jours. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a investi dans la préparation, le temps de préparation, l'amour qu'il a ressenti pour Rachel, dans chaque acte qu'il a fait pendant les 7 années, a été investi avec cet amour qu'il a eu pour Rachel. À nouveau, maintenant, il est en train de, je ne sais pas, mettre une barrière dans le... Alors, c'était un moment, encore une fois, pour lui d'exprimer son amour pour Rachel. Et c'est pour ça que c'est passé très vite. Il n'était pas en train d'attendre, ok, dans encore quelques semaines, je suis à Rachel. Non, maintenant, la préparation elle-même, c'est une opportunité de ressentir l'amour pour la chose que tu veux, auquel tu veux accéder. Maintenant, la société dans laquelle on vit est basée sur la mentalité de Esav, dans le sens instant. On a en anglais une expression instant gratification, ça veut dire le plaisir immédiat. Oui, satisfaction immédiate. Et ça, c'est tout à fait dans la mentalité de choses. Esav, Akadosh lui a dit, écoute, la raison pour laquelle il n'a pas hérité la terre d'Israël, parce qu'Akadosh lui a dit, pour hériter la terre d'Israël, tu vas devoir aussi subir l'esclavage en Égypte. Tu vas devoir souffrir. Il a dit non. Si le chemin pour arriver, le moyen d'arriver à la terre d'Israël, ça comprend une souffrance, ça comprend du temps, je préfère céder. Je ne veux pas la terre d'Israël. Et donc, ça c'est l'autre. Tandis que on retrouve dans beaucoup de domaines la différence entre la qualité et entre l'instant. Instant, il n'y a jamais de qualité. Si on parle de nourriture, vous achetez dans le supermarché des sachets de couscous et vous mettez ça dans le micro.
Vous avez dans quelques minutes un couscous instant, béton instantané. Mais si vous prenez la grand-mère, je ne sais pas d'où, exactement, et qui a passé des heures à préparer, et vous allez comparer le goût entre ça et ça, c'est incomparable. Incomparable. La même chose aussi, beaucoup des habits qu'on porte, même les voitures, beaucoup des machines, c'est aussi des choses qui ont été faites à fabriquer dans les usines très vite. C'est incomparable avant avec la qualité des voitures qui existaient avant, la qualité des habits qu'il y avait avant. Souvent, on achète un pullover dans un magasin, on achète un pullover, dans quelques mois, c'est fini. C'est défrité, ça se défrite, c'est foutu. Avant, on achetait un pullover. Je me rappelle à Londres, avant des années, il est toujours en bonne qualité. On voit que dans le processus, quand tu t'investis, en fin de compte, c'est toujours une qualité. Mais quand tout ce que tu as en tête, c'est tachlis, tu veux arriver au résultat final, c'est toujours soukbet, ou peut-être même soukgimel. Tout ça pour nous dire que c'est un truc vraiment de base. Yaakov, il dit, et c'est pour ça qu'il parle des enfants, surtout dans l'éducation des enfants. Et moi, j'ai des enfants, moi, mon baby, mon projet, c'est la famille. Il dit, si je vais vite, c'est foutu pour les enfants, au niveau de l'éducation. Et quelqu'un avait dit une très belle chose une fois, au commencement, quand les ordinateurs sont sortis au chouk, alors ils ont demandé à un rave, est-ce que c'est possible, je vais avoir un ordinateur à la maison, je vais mettre une cache-route, tout ça. Il a dit, à une condition, que si tu vas brancher ton enfant à un ordinateur, même s'il a la cache-route et il a le truc, fais en sorte aussi que tu vas avec ton enfant quelque part dans les collines et il va planter un arbre. Il va planter un arbre, il va s'occuper de cet arbre. Il dit, si tu fais les deux choses, ça marche. Pourquoi? Parce que planter un arbre, ça demande que chaque jour, il faut arroser, il faut s'en occuper, il faut s'investir. Et ça pousse lentement. Et ça, c'est la vérité. L'ordinateur, c'est pas la vérité. Quand tu appuies sur le bouton et instantanément tu as un résultat, c'est pas la vérité. Et pas seulement ça, tu vas pas pouvoir non plus te développer de cette façon. The name of the game, le but, c'est pas le résultat. Le but, c'est de s'évoluer et grandir. On ne peut pas grandir à travers le résultat. On peut seulement grandir à travers le processus. Et le meilleur exemple, c'est la différence entre Kitzur Shulchan Aruch et la Gemara. Kitzur Shulchan Aruch, c'est quoi Kitzur Shulchan Aruch? C'est le tachlis, c'est le résultat final de tout le processus. La Gemara, elle est possible. Kitzur Shulchan Aruch. Et voilà, ça c'est interdit, ça c'est permis, ça c'est permis. C'est important de maîtriser le Kitzur Shulchan Aruch. Mais personne ne va grandir spirituellement à travers une étude de Kitzur Shulchan Aruch. Tandis que la Gemara, justement, d'être exposé aux discussions, aux perspectives différentes, aux contradictions. Alors là, avec le processus qui prend du temps, là, tu peux évoluer. C'est pour ça que souvent, dans une page de Gemara, on est exposé à un processus qui prend une page. À la fin de la page, on est dit, on a trouvé une source, une braïta, qui dit tout à fait le contraire. Donc, qu'est-ce qui se passe? La page précédente, elle n'a aucun intérêt. On a trouvé une ancienne source qui démontre que toute la piste qu'on était en train de suivre, elle est mauvaise. Alors la grande question que le rédacteur de la Gemara, pourquoi il nous a donné la piste? Pourquoi il nous a donné cette page de Gemara? Si en fin de compte, lui, il savait qu'il y avait une braïta, une Mishnah qui disait tout à fait le contraire. Et ça, c'est la réponse. Parce que quand on fait le parcours, alors là, justement, on se développe. On peut évoluer, tandis que le résultat final, il est en quelque sorte secondaire. Il est secondaire. Et ça, c'est la grande différence entre Yaakov et entre Esav. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.